première année, on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait 1 million d'euros la deuxième, 3,7 millions la troisième, 9 millions la quatrième. Et je suis parti d'un constat assez simple, c'est qu'on s'attache plus facilement, je pense, à une personne qui a une marque en particulier. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me dis, pourquoi pas le faire moi. Là, récemment, on a fait un jeu concours. Je sais pas si t'as vu passer le jeu concours. On offre une Mini Cooper. Oui, on a rempli énorme. une Mini Cooper de balles de paddle. Et le but du jeu, c'est de deviner le nombre de balles qu'il y a dans cette voiture. Pour participer, il faut passer une commande sur espadalshop.com. Et juste après, sur la page de remerciement, il y a la possibilité de participer, de mettre le nombre de balles qu'on pense. C'est excellent. Ouais. L'année dernière, on faisait entre 150 et 200 commandes par jour en moyenne. Et Black Friday, sur une journée, on a fait 3117 commandes. Bienvenue Geoffrey, bienvenue dans le podcast. Je suis content de t'avoir, même si ça fait déjà 30 minutes qu'on disque. Ouais, carrément. Merci Danilo pour l'invitation. Depuis le temps qu'on est en contact, on a eu du mal à savoir, mais ça tombe bien aujourd'hui. Encore merci pour l'invite. Avec grand plaisir, c'est jamais simple de se coordonner. Ouais. Et toi, ça fait quelques années maintenant que tu es dans l'e-commerce. Tu as créé Esprit Paddle Shop, alors que tu étais encore, je pense, en CDI chez Esprit Paddle. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à créer un shop dédié au paddle et qui est aujourd'hui devenu, je pense, l'un des shops numéro 1 en France, en tout cas qui a été créé par des Français. Donc déjà, bravo pour ça. Merci beaucoup. Moi, j'ai commencé par le tennis à la base. J'ai fait pas mal de tennis en compétition de 8 ans à 20 ans à peu près. J'ai passé mon diplôme de moniteur de tennis aussi pendant mes études, où j'ai donné des cours de tennis pendant mes études. Et à la fin de mes études, j'ai découvert le paddle. Du coup, j'ai fait la fin de mes études sur Nice. À l'époque, il y avait quelques terrains dans le sud de la France. Et j'ai découvert le paddle avec des potes de promo. Et comme je faisais un master en management du sport, je voulais vraiment bosser dans le sport et plus particulièrement dans le tennis. Et quand j'ai découvert le paddle, je me suis dit, purée, c'est quand même sympa ce sport. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est en train de se développer. On était aux prémices du développement du paddle à l'époque. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de postuler dans des entreprises de paddle. Donc à l'époque, il y avait pas grand-chose, presque rien. Et je suis tombé sur Esprit Paddle, du coup, qui est un club dans la région lyonnaise qui venait tout juste d'ouvrir et qui cherchait un stagiaire pour les aider dans la partie communication, gestion des réseaux sociaux, etc. Donc j'ai postulé, j'ai été pris. C'est là que j'ai rencontré du coup Sébastien Cornet, qui était mon ancien boss, qui m'a embauché après en CDI, parce que le stage s'est bien passé. Et c'est pendant le confinement où on s'est associé, du coup mon ancien patron qui est devenu mon associé sur la partie e-com. Incroyable. On voit pas beaucoup ça finalement, des associations qui se fait sur des personnes qui arrivent sur des contrats salariés et puis après qui s'associent. Et là, je pense que c'est une très belle success story pour toi parce que finalement, vous avez monté un super shop ensemble et je pense que vos deux compétences ensemble ont fait que vous avez pu bien vous développer comme ça. Qu'est-ce qui a fait du coup que vous avez lancé le shop? Je suppose que c'est lié au Covid et le fait que oui, tu peux pas sortir, le centre il est fermé. Donc tu dois trouver d'autres sources de revenus? Ouais, exact. Mars 2020, on arrête de bosser, on avait un peu la tête dans le guidon, c'était les débuts de l'activité, donc on bossait, on était 2, 3 à l'époque à gérer le club, donc avec des amplitudes horaires assez grandes, donc 9h, minuit, donc on avait pas trop le temps de penser à autre chose que la gestion du club. Ouais. Et pendant le Covid, du coup, le Covid est arrivé, on n'avait plus rien à faire, comme on n'avait plus le droit d'être au club, le club était fermé. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à réfléchir à faire autre chose, à monter quelque chose en parallèle. Et c'est là qu'on a pensé au e-commerce. Pourquoi le e-commerce dans le paddle? Parce que on voyait au club des gens venir avec des raquettes de paddle qui n'achetaient pas au club. On avait une petite boutique physique. Okay. Et on se demandait toujours pourquoi ces gens-là achetaient sur en général des sites espagnols à l'époque, des raquettes. Et c'était parce que ils avaient trouvé un super prix, parce que ils avaient été séduits par une campagne marketing. Et du coup, on s'est posé la question de monter un e-commerce à ce moment-là, parce que aussi on a vu des failles de marché qui étaient quand les gens ils venaient au club avec ces raquettes-là, ils nous disaient ouais, ok, j'ai eu un super prix, mais par contre, les politiques commerciales sont un peu moyennes. J'avais pas commandé cette raquette-là à la base. J'ai reçu celle-ci parce qu'ils avaient plus l'autre de dispo, mais on se rendait compte que celle-ci, en fait, appartenait à la marque qui appartenait au site en question. Enfin bref, des choses un peu douteuses. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, pourquoi pas lancer notre propre site avec un vrai service client, un vrai SAV, un vrai conseil, parce que nous, on conseillait les joueurs au club quand ils venaient. Et du coup, l'idée, c'était de retranscrire un peu l'expérience club sur un site e-commerce. Et c'est avec cette volonté-là qu'on a lancé Esprit Paddle Shop. Au début, avec une 30aine de produits. Donc, on a mis ce qu'on avait au club sur le site, tout simplement. Et assez rapidement, on a fait une commande tous les
2-3 jours, une commande par jour, 2 commandes par jour, 5, et puis ça a augmenté petit à petit. Mais au début, voilà, on a commencé vraiment tout petit, juste pour faire tourner un peu plus le stock du club. Et au bout de quelques mois, on s'est dit, il y a quand même une vraie traction sur le marché, il y a quand même une vraie demande, ça marche plutôt bien. Ouais. Pourquoi pas jouer le jeu à fond? Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis un peu plus décroché de la partie club parce que je bossais encore au club quand on a réouvert et qu'on a appuyé sur le champignon. Incroyable. Et on est d'accord que vous deux, vous n'avez pas forcément de l'expérience en e-commerce avant. Vous avez de l'expérience sur les réseaux sociaux, du fait que vous aviez la communauté que vous animez pour le club. En fait, comment vous avez fait à reprendre cette expérience-là? Est-ce que ces acquis que vous aviez déjà pour faire décoller l'e-commerce au début, sachant que vous n'avez pas d'expérience en publicité, sur la création du site? Ouais, on est parti de cette envie, de ce constat de base où on s'est dit que l'offre n'était pas parfaite sur le marché et qu'on avait envie de proposer un peu notre patte, c'est-à-dire notre conseil, l'expérience club, etc. On est vraiment parti de ça. Et après, à partir de ça, on a pris un CMS, Shopify. Shopify directement. Ouais, exactement. Ouais. Shopify direct. Et en fait, je te l'ai pas raconté, mais moi, pendant le confinement, je bossais plus et je me suis formé au e-commerce parce que c'est un truc qui m'intéressait depuis assez longtemps. J'avais jamais eu le temps de m'en occuper, de le faire. Et pendant pratiquement un an, c'était 8h, 20h et je faisais que ça. C'est-à-dire que je lisais des bouquins, je regardais des vidéos sur Internet, je me renseignais un peu partout. J'ai créé mon petit site où à l'époque je vendais des posters. Oui, effectivement. Donc là, t'as créé ta propre expérience. Ouais, exactement. Et donc tu t'es formé à tout finalement. À tout, exactement. Stocks, marketing. Ouais, exactement. Sans savoir que j'allais créer ce shop. Et c'est vraiment après, juste avant de reprendre et de réouvrir, que du coup Sébastien m'a proposé ce projet-là parce qu'il avait l'idée de créer un site e-commerce dans le paddle. Quand il a vu que je savais à peu près de quoi je parlais, il m'a proposé d'intégrer le projet. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé Esprit Paddle Shop. Je comprends beaucoup mieux. Donc en fait, tu as une période où t'étais pas forcément, tu n'avais pas de travail. C'est pas que tu n'avais pas de travail, c'est juste que c'était en pause. Donc malheureusement, si le club est fermé, d'accord, c'est le chômage partiel. Ouais. Donc c'est un peu dur. Et donc tu as utilisé cette période-là pour apprendre à l'e-commerce et tu l'as fait pour toi aussi. Ouais, exactement. Ce que je dis souvent, c'est que ça a été l'opportunité de ma vie, ce Covid, parce que ça m'a permis de prendre le temps que je n'avais pas avant pour me former. Et puis l'opportunité de monter un shop paddle est venue juste après. Je pense que j'aurais pu faire d'autres choses, mais le timing en plus était plutôt bon, on en pourra en parler. Mais oui, comme je dis, souvent ça a été une super opportunité pour moi et heureusement que je me suis formé et j'ai profité de ce temps-là pendant le Covid pour bosser dur sur le e-com. Pour toi, c'est passionnant parce que tu as développé une passion pour le paddle, le tennis et le paddle plus jeune, puis après tu t'es intéressé à l'e-commerce, tu as fait un shop pour les deux dans une boîte que tu appréciais déjà. Ouais, exactement. Et c'est une chance et c'est un timing qui est parfait parce que si on avait créé ça 3 ans plus tôt, on aurait été beaucoup trop précurseur par rapport à la demande sur le marché. Et si on avait créé ça 3 ans plus tard, je pense qu'il y aurait déjà eu des shops beaucoup plus gros et ça aurait été beaucoup plus dur de pénétrer le marché. Donc c'est un concours de circonstances, une opportunité de marché, un timing qui est juste pas nickel aujourd'hui. Mais effectivement, c'est plutôt cool que ce soit passé comme ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Le timing, c'est tellement important quand tu te lances en e-commerce. C'est déjà très concurrentiel si tu choisis pas le bon marché, le bon segment de marché. Là, c'était même plus un segment. Est-ce que c'était un segment de marché, on peut dire, sur tout ce qui est sport, tennis? Le paddle, c'est encore tout petit. C'était une micro-niche. Une micro-niche, on va dire. Pour te donner un ordre de grandeur, le plus gros site français à l'époque, il devait faire, pour te donner un ordre de grandeur en chiffre, peut-être 300 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. C'est rien du tout. Et oui. C'est rien du tout. Et derrière, comme tu dis, c'était les gros sites espagnols et qui étaient là, qui arrivaient sur le marché français, parce que c'était déjà les boss en Espagne, en 2018, donc il y a 8 ans. Ouais. Et donc là, en fait, tu te battais contre eux au début. Exactement. C'était, il y avait 2-3 sites français et surtout des sites espagnols, des gros sites espagnols qui étaient déjà très connus en France à l'époque. C'est vrai. Okay. Et du coup, les gens achetaient plutôt là-bas parce que c'est eux qui avaient le plus gros catalogue, la plus grosse offre, les meilleurs prix également sur le net. Donc c'est vrai que c'était eux qui avaient le leadership, on va dire, sur le marché français du paddle. À l'époque. Et petit à petit, les acteurs français sont arrivés, dont Esprit Paddle Shop. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est vraiment le côté service humain, un site internet local, parfaitement traduit, ce qui n'était pas forcément le cas sur les sites espagnols. Une livraison gratuite à partir de 70, 80, 100 euros, ce qui n'avait pas forcément aussi
les Espagnols. C'est logique, c'était plus cher pour eux d'envoyer. Ouais, exactement. Okay. Et du coup, tout ça a fait que petit à petit, les acteurs français qui ont pris le lead, plus la communication plus les acteurs français qui ont mis de plus en plus d'argent et d'investissement dans la com. Et voilà, c'est nous, quand je dis nous, les acteurs français qui ont repris le leadership sur le marché du paddle assez rapidement, de 2018 à 2022-2023. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins présents, ces acteurs-là. Ah ok, d'accord, ils sont même moins présents qu'il y a... Ouais. Ils sont bien moins présents. Il y a 5 ans. Ouais, ils sont encore là, mais bien moins présents qu'à l'époque. Ouais. Ok, intéressant. Mm-hmm. Et donc, on est d'accord que quand vous avez commencé, c'était un peu David contre Goliath, donc vous deviez faire avec vos moyens, faire de l'organique, jouer sur ces aspects-là, je pense. Ouais, exactement. Au début, moi, j'avais plutôt une stratégie plutôt SEO, donc beaucoup d'articles de blog. On essayait d'avoir de faire un peu de netlinking. Voilà, pas mal de SEO. On travaillait vraiment bien les fiches produits. Donc les premières ventes, on va dire qu'on les a faites grâce au SEO, également grâce à la notoriété du club, parce que Esprit Paddle, c'était un des plus gros clubs de France à l'époque. Bon, ça l'est toujours. On a 8 terrains indoor à Lyon. Donc grâce à cette notoriété-là et grâce au premier boulot de SEO, on a fait nos premières ventes. Et après, dès qu'on a fait nos premières ventes, on a réinvesti en gros l'argent qu'on avait gagné dans des campagnes Facebook et Google. Donc, au début, c'est moi qui m'en chargeais. J'ai fait mes premières campagnes Google, première campagne Facebook. Et par la suite, ça a augmenté rapidement les ventes parce qu'en fait, il y avait un besoin sur le marché. Ouais. Et on l'a adressé encore une fois plutôt au bon moment par chance, quoi. Le SEO, c'est qu'en fait, ça peut être clé quand tu le fais bien, mais si tu fais sur des articles de blog, en fait, ça t'amène beaucoup de trafic qui est pas forcément qualifié et c'est pas ce que tu veux. Toi, c'est plutôt sur les fiches produits que t'as bossé au départ. Ouais, mais pour faire venir du trafic et pour faire connaître la marque, faire un gros vraiment du haut de tunnel, les articles de blog, c'était quand même important et les gens venaient aussi via les articles de blog, même s'il y avait beaucoup moins de conversions que sur des fiches produits, il y avait quand même du trafic et c'est ce qu'on cherchait au début pour faire connaître la marque. Et après, par la suite, l'idée, c'est de toujours refaire voir Esprit Paddle Shop, que les gens voient 5, 6, 7, 8 fois avant de passer à l'achat. Et le parti SEO, ça faisait partie de ce marketing où les gens pouvaient venir et voir et découvrir Esprit Paddle Shop ou venir sur un article de blog et apprendre quelque chose sur nos articles, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le SEO, il y a des marques qui ne le font un peu moins. Est-ce que vous le faites toujours autant ? Ouais, bien sûr. On fait toujours autant. On investit quand même pas mal là-dedans et on a beau dire ce qu'on veut, un actif assez important pour une entreprise, surtout pour une entreprise e-commerce. Donc, on a beau investir quand même pas mal aussi dans les publicités Google et Meta. Le SEO, ça reste un des piliers forts d'Esprit Paddle Shop à l'heure actuelle et on le voit sur le marché. Ceux qui n'investissent pas dedans, en général, ils sont un peu moins solides sur leurs appuis. Et dès que les CPC augmentent, dès que les coûts d'acquisition augmentent et la rentabilité baisse, il n'y a pas le SEO qui permet de se reposer dessus, quoi. Donc, tu considères que vous n'avez pas forcément une trop forte dépendance à l'ADS, ou est-ce que justement, si vous baissez drastiquement votre budget, là, ça peut être un vrai problème pour vous, ou... Si, effectivement, ce sera un problème parce qu'on investit de plus en plus en ads, effectivement, mais on a cet asset qui est le SEO qui est quand même assez important, donc ce sera dur si demain on doit se passer des ads, ce sera dur pour nous, ça on peut pas se le cacher. Par contre, on aura toujours cette base qui nous permettra d'avoir un minimum de ventes, un minimum de chiffre d'affaires avec le SEO. Moi, je te pose la question, parce qu'il y a des boîtes qui malheureusement ne le font pas du tout, ou dépendent que de l'ADS, et donc ça peut être vite assez risqué. Donc si je comprends bien, les premiers canaux d'acquisition, c'était vraiment de l'organique, du SEO. La partie communauté, est-ce que ça a aidé, ou la communauté de l'esprit Au début, communauté Esprit Paddle, ça a pas mal aidé. Comme je te disais, c'était un des plus gros clubs de France, le plus gros club de la région lyonnaise. Donc le fait de s'appeler pareil, donc Esprit Paddle et Esprit Paddle Shop, ça a aidé. On a tout de suite diffusé le site sur les canaux WhatsApp du club. Du coup, c'était plusieurs centaines de personnes qui ont vu le site. On a fait de la communication avec Paddle Magazine, qui est le plus gros magazine en ligne en France. Donc tout de suite, on avait cette facilité-là qui a fait connaître au début Esprit Paddle Shop, et qui a permis de faire aussi les premières ventes et la première montée en puissance du site. J'arrive pas à réaliser ça. La courbe, elle a fait comment ? Vous êtes passé de combien à combien la première année ? Au début, on a lancé le site sans réelle ambition. Donc, on voulait vendre du matériel de paddle pour faire tourner
le stock du club un peu plus que ce qu'on faisait. Donc les premiers mois, comme je te le disais, on faisait une commande tous les 2 jours, puis une commande par jour. Donc c'était assez faible. Et c'est au bout de 5, 6, 7, 8 mois où on s'est dit, allons-y. On appuie vraiment dessus, on commence à investir. Et c'est du coup après qu'on a vu les premiers résultats. Donc la première année, on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Donc c'était quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Hein. Et sans investir 1 euro, vraiment très peu. Je me rappelle plus comment est-ce que j'ai commencé les campagnes. C'est une bonne question. Je pense que j'ai commencé vers la fin de l'année. Donc si on avait investi un petit peu quand même, un petit peu, pas grand-chose. L'année 2021. Ouais. L'année 2021, exactement. Et après, on a accéléré assez vite. On a fait 1 million d'euros la deuxième, 3,7 millions la troisième, 9 millions la quatrième. Voilà. Donc, et là, on va bientôt achever la 5e année. C'est bien. Pas les mêmes croissances, mais normalement une belle croissance à 2 chiffres également. Dont on est plutôt content avec ces volumes-là. C'est vrai que c'est compliqué de continuer à faire des croissances à 3 chiffres. C'est ça, à chaque fois. Même si j'aurais bien aimé, évidemment. Mais on continue notre croissance assez fort et pour l'instant, on n'est que sur le marché français. Ça qui est assez intéressant en termes d'axe d'amélioration. Si on va chercher d'autres marchés qui sont en croissance ou même plus gros que ceux de la France à l'heure actuelle. Ça pourrait être lesquels Ça pourrait être l'Italie, par exemple, qui est 2 à 3 fois plus gros que la France à l'heure actuelle. C'est vrai. Donc c'est assez gros. Il joue vraiment beaucoup. Il joue beaucoup, ouais. Okay. Pour te donner un ordre de grandeur, à Rome, il y a à peu près autant de terrain qu'en France. Ah oui. Dans la France entière. Il y en a combien encore en France? Il y en a 3500. 3500, tu m'as dit, ok, d'accord. 3000 à Rome et à peu près 10 000 en Italie. Donc tu vois, le marché est quand même plus gros. Okay. En Espagne, même si, comme je te le disais tout à l'heure en off, c'est un peu plus saturé parce que le marché s'est développé depuis une vingtaine d'années. Ouais. Ça reste 4 à 6 fois plus gros que la France à l'heure actuelle. Donc c'est un gros marché. Et après, il y a des marchés assez intéressants qu'on regarde d'assez près, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, États-Unis aussi, qui est en train de prendre tout juste. Et si les États-Unis explosent, ça risque d'être un marché adressable assez gros, même gigantesque. Okay. Donc voilà, on regarde ces marchés-là, sachant que pour le moment, on n'est que en France. Ouais. Tu vois, ce chiffre-là, on le fait que en France. Et c'est pour ça que voilà, c'est que le début. Enfin, on pense que c'est que le début pour nous, quoi. Parce que vous dites, en gros, le marché adressable, il va encore augmenter en France, mais en vérité, il faut regarder d'autres marchés pour le futur, parce que ça se développe aussi dans plein d'autres pays. Ouais, exactement. Donc, en France, ça se développe assez fort et on parle d'une croissance de marché aux alentours de 30-35% par an. C'est énorme. Hein. 40% même énorme. Cette année. Donc c'est gros pour un marché. Ouais. Et dans d'autres pays, ça continue à prendre. Donc des pays qui commencent à être matures, l'Italie et l'Espagne, c'est mature, donc ça fait 5-10% de croissance par an, ce qui est déjà pas mal, mais ça reste des marchés matures. Ouais. Et après, il y a d'autres marchés où c'est des croissances à 2-3 chiffres, carrément, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, c'est assez gros. Et du coup, il faut qu'on continue à être bon en France, c'est un enjeu hyper important pour nous. Mais il faut qu'on arrive à aller adresser ces marchés-là sans se brûler les ailes en France. Donc ça va être les enjeux des prochains mois et des prochaines années pour nous. Ce qui est pas facile, parce que je pense que ce qui fait votre force en France, c'est votre branding, c'est le fait qu'on voit beaucoup, c'est que toi, tu as personnifié la marque, que vous faites beaucoup de contenu. J'ai vraiment envie qu'on y revienne. Donc après, là, je voulais d'abord peut-être voir un peu la partie ads et comprendre un peu comment ça s'est structuré, mais en gros, objectivement, vous avez commencé par de l'organique. Ça vous a permis de vous développer sans, de ce que j'ai compris, lever des fonds. Parce qu'on sait que là, si on lève pas des fonds et qu'on veut investir dans la pub, c'est presque impossible. Donc l'organique vous a bien aidé à sortir de la terre. Et ensuite, vous avez commencé à augmenter les budgets publicitaires avec les bénéfices que vous faisiez. Et vous avez fait de la pub Google et Facebook. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu comment ça s'est déployé tout ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été d'abord sur Google, puis après sur Facebook. Et après, comment est-ce que vous avez développé les deux ? Bonne question. Alors, si je me rappelle bien, à l'époque, j'ai commencé par faire des pubs Google. Pourquoi ? Parce que je voulais apparaître sur les pubs, notamment Google Shopping. Je trouvais que c'était l'aspect le plus important pour nous, c'est d'être présent sur Google Shopping. On a commencé par Google et petit à petit, j'ai créé des visuels, des petites vidéos. Au début, c'était des vidéos où on montrait le site, des visuels où on montrait le site. Enfin, je montrais pas encore ma tête à l'époque. Vrai, et petit à petit, j'ai créé mes premières campagnes méta également. Et c'est vrai que Google a pris le dessus assez rapidement en termes de retour sur investissement. Même sur la plateforme, je me rappelle, c'est quand même un peu plus simple d'utiliser Google que Meta.
Et du coup, on a investi de plus en plus sur Google. Et petit à petit, je me suis entouré de personnes qui gèrent aujourd'hui ces différents canaux à ma place. Des experts qui font que ça et qui gèrent du coup Meta et Google sur la partie ad. Et assez rapidement, j'ai voulu vraiment développer la partie contenu. C'était pour moi un des axes de différenciation hyper important et clé dans ce secteur à l'époque, parce que personne ne le faisait. Il y avait des marques qui t'inspiraient, d'autres marques qui faisaient beaucoup de contenu. Tu disais, ah ouais, c'est intéressant ce qu'ils font eux, faudrait que je le retranspose à ce que Esprit Paddle Shop. Ouais, des marques qu'on connaît plus ou moins tous, des NVB qui font ça plutôt bien, du style 900 Care, voilà, ce genre de marque qui personnifie carrément la marque avec l'image du fondateur qui se met en avant. Et je suis parti d'un constat assez simple, c'est qu'on s'attache plus facilement, je pense, à une personne qui a une marque en particulier. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre quelqu'un en avant. Et au début, je ne devais pas me mettre en avant moi. Je voulais trouver quelqu'un pour le faire à ma place dans l'entreprise. Okay. Donc, j'ai essayé de trouver quelqu'un. J'ai embauché même quelqu'un. Ça ne s'est pas bien passé. J'ai essayé de mettre quelqu'un externe à l'entreprise. Pareil, ça ne s'est pas super bien passé. Et cette période-là, ça a duré 1 an et demi, 2 ans quand même. Ok, donc 1 an et demi, 2 ans 2022, où on essaie de faire des choses, ouais, c'est ça, 2022, 2023, on essaie de faire des choses, on n'y arrive pas, enfin, je suis pas satisfait, et du coup, arrivé, je sais plus trop quand, mais effectivement, peut-être fin 2023, je me dis, pourquoi pas le faire moi, même si je voulais pas forcément le faire au début. Pourquoi tu voulais pas le faire Parce que j'estimais que j'avais d'autres choses à faire, comme je suis un peu sur tous les fronts. J'avais peur de pas avoir le temps sur le long terme de devoir gérer cette partie-là. Pas parce que j'avais peur de passer à la caméra, mais surtout pour cet aspect-là. C'est moi qui dirige le site, l'entreprise, et du coup me remettre en plus de ça une charge de travail sur la partie contenu. Je trouvais ça un peu compliqué, mais il fallait que j'avance, fallait qu'on y aille, et du coup, c'est moi qui ai pris cette partie-là en main. Donc c'est moi qui ai commencé à faire des vidéos. Donc je me suis entouré assez rapidement par une personne qui m'a aidé à me structurer sur la partie vidéo, qui m'aidait sur les scripts, qui m'aidait sur le thème de la vidéo en particulier, sur comment tourner, monter évidemment les vidéos assez rapidement. Mais c'est du coup mon visage qu'on a mis face à la caméra. Là, il y a 2 trucs que je veux dire, c'est que déjà ce que j'aime bien, c'est que tu as réussi à trouver des personnes compétentes pour t'aider à chaque fois sur les missions où tu n'étais pas forcément un pro, donc un pro du scripting, un pro du montage ou un pro de la pub Google ou Meta. Et le deuxième point, c'est que parfois on pense que les fondateurs qu'on voit en publicité ou qu'on voit sur les vidéos YouTube, qui savent exactement quoi dire à chaque fois, ils ont toujours les bons mots, mais en réalité ils sont parfois aidés par d'autres stratèges, on va dire. Et c'est important de le garder en tête. C'est clairement mon cas. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce que je fais en vidéo aujourd'hui, la majorité de ce qui est fait, de ce qu'on voit, ça vient pas de moi. C'est des personnes qui bossent dur derrière. Paul, Jérémy, s'ils m'écoutent, c'est eux qui font à peu près tout. Je suis un peu leur marionnette. Donc oui, je donne la vision. Oui, je sais où je veux aller. Oui, sur des cas précis, même sur l'ensemble des vidéos, je donne mon avis et je dis, voilà, je donne la direction. Par contre, tout le reste, et j'ai de la chance d'avoir trouvé des personnes qui le font, tout le reste, c'est fait dans l'ombre, et c'est eux qui font ça à ma place. Ouais. Mais ça reste quand même pas facile de déléguer cette partie-là, parce que c'est ton image. Je veux bien que tu m'expliques peut-être comment tu les as briefés, comment tu as fait en sorte que vous arriviez à bien vous comprendre et qu'ils arrivent à comprendre ce que toi, tu voulais transmettre. Déjà, ça a pris du temps, comme je te disais, ça a pris 2 ans. T'imagines, 2 ans, pendant 2 ans, je voulais mettre en place des vidéos, pendant 2 ans, j'ai pas réussi, et du coup, au bout d'un moment, je suis tombé sur la bonne personne qui a compris ça, qui a su se mettre à ma place, une capacité d'empathie assez forte. Et quand je l'ai briefé, quand je lui ai dit exactement ce que je voulais, on a fait des tests pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et les résultats étaient bons, quoi. Ça rendait à l'écran ce que j'avais briefé en amont. Et en fait, je pense que ça dépend de la personne qu'on a à côté de soi, tout simplement. Il y a des personnes qui vont pas comprendre parce qu'elles sont pas faites pour ça. D'autres personnes avec qui on va avoir une meilleure connexion, qui sont plus expertes dans ce domaine-là, et qui vont comprendre un peu plus rapidement et vont produire un résultat bien meilleur que d'autres. Donc en fait, je pense qu'il faut juste tester les gens, essayer, et encore une fois je le dis, pour nous ça a mis 2 ans, c'est énorme. Travailler à tâtons avec une personne qui t'avait engagée, encore peut-être d'autres freelances avec qui plusieurs personnes avec qui ça n'a pas marché. Comme je te dis, on a carrément essayé d'embaucher quelqu'un en CDI pour faire ça. Et après j'ai essayé avec d'autres personnes en externe, ça n'a pas marché, mais je voulais le faire en interne avec une autre personne, ça n'a pas marché du tout. Et là finalement tu l'externalises, ta Content Factory externalisée avec 2 pros, avec Paul et Jérémy.
Tu peux me réexpliquer, Paul et Jérémy, ils font quoi exactement? Donc, ils font tous les deux du scripting ou il y en a un qui fait le scripting et l'autre montage? Historiquement, il y avait que Paul, donc il faisait un peu tout, donc scripting, captation également, montage. Et là, récemment, depuis quelques mois, on bosse également avec Jérémy, qui a intégré l'équipe. Et du coup, ils font la même chose. Il fait la même chose, Jérémy, sauf qu'ils se partagent les rôles. Et ce qui est intéressant maintenant, comme ils sont deux, c'est qu'ils peuvent se renvoyer la balle. Ils sont tous les deux experts dans tous les deux leurs connaissances. Et du coup, ils peuvent discuter entre eux, se renvoyer la balle, discuter de leurs idées, etc. Et je trouve que les résultats sont plutôt intéressants. On arrive à mettre en place des choses. On peut aller plus loin dans le contenu que ce qui était faisable avant, parce que Paul était tout seul, quoi. Il peut pas tout. Voilà, il n'y a plus de cerveau, il pouvait pas tout faire non plus. Ouais. Mais ça reste toi qui avais l'idée de départ. Oui. L'idée de départ de la vidéo ou ce que tu disais que j'ai envoyé un brief avec mes idées. Oui, au début, ça venait de moi, la partie vidéo. Je savais exactement ce que je voulais en termes de vidéo, de ton exactement. Ok. Et après, petit à petit, j'ai vu que, en l'occurrence, Paul s'en sortait très bien et je lui ai délégué de plus en plus de choses. Okay. Donc, tu vois, aujourd'hui, quand on tourne des ads, moi, je définis l'offre commerciale qu'on a définie sur le site à un instant T. Je leur donne le brief et après, je leur donne l'offre commerciale et après, on définit un montant de vidéos qu'on va tourner sur un tournage ou sur un mois. Tu vois, sur un mois, on définit un nombre de vidéos. Eux, ils se calent sur l'offre que je définis, sur le nombre de vidéos qu'on doit faire. Et après, c'est eux qui font le reste, pour le coup. Ok, impressionnant. Qui créent les idées, qui font le script. Et moi, je suis là que pour tourner. Ok, intéressant. Et tu peux me raconter peut-être 2-3 idées de vidéos qui ont super bien fonctionné, que vous avez fait ensemble, comment ils ont été structurés, comment ensuite vous les avez lancés dans les campagnes? Je peux peut-être te parler d'une vidéo sur un outil qu'on a sur le site qui s'appelle L-Selector. On a du coup développé, je reviens du coup à l'histoire de base, c'est qu'on a voulu vraiment mettre le conseil club au cœur du site internet. Donc assez rapidement, on a développé des outils, L-Selector en fait partie, qui permet de présélectionner en fonction de tes besoins différentes raquettes sur le site. Donc ça passe par un questionnaire de quelques questions et nous on est capable de sur les 450-500 références de raquettes de t'en présélectionner 5, 10, 15 en fonction de tes besoins. Et du coup une vidéo qui a bien marché, c'est une vidéo où je fais les deux rôles. En fait il y a deux personnes dans la vidéo et c'est moi qui joue les deux rôles de deux personnes différentes. Donc ça c'était l'idée de Paul à l'époque où en gros la première question qu'on pose sur L-Selector c'est t'es un homme ou une femme. Et du coup moi je dis à mon Geoffrey du coup qui est en face de moi dans la vidéo, Geoffrey, t'es un homme ou une femme? Et du coup, ce hook-là... Donc, évidemment, ça a cartonné. Ça a cartonné. Tout le monde m'en parlait. Tous les fournisseurs, ils disaient, putain, mais t'es un malade et tout, c'est trop bien. Et ça a cartonné, par exemple. Et après, du coup, on déroule la vidéo. Mais c'est vrai que commencer par Geoffrey, t'es un homme ou une femme? En fait... ça avait un hook rate, ça devait avoir un hook rate hyper élevé. Et je suppose que tous vos hooks avaient ce côté, je pense, humoristique, en tout cas beaucoup. On essaye de faire des hooks qui marchent tout simplement. Et c'est pour ça que dans les vidéos, en règle générale, on a un socle de la vidéo, on a une partie de la vidéo qu'on bouge pas et on fait différents hooks en fonction de ce qu'on essaye, quoi. Exact. En fait, comme le paddle, je vais pas dire que c'est grand public, mais ça peut potentiellement concerner tout le monde. Donc, tu dois réussir à trouver des tendances sur les réseaux qui font que les gens les ont vues et les retransposer à tes ads. Est-ce que ça, c'est un travail que vous faites de recherche de tendances, de vidéos, de reels, de TikTok qui fonctionnent bien et puis après, évidemment, se les approprier? Et c'est un truc que j'aimerais faire de plus en plus. C'est vrai qu'on ne fait pas des masses pour le moment et il faut qu'on arrive à le faire de plus en plus, s'inspirer des trends pour faire des vidéos. Mais c'est vrai que quand on se base sur des offres commerciales, c'est assez, en règle générale, compliqué d'y intégrer des trends du moment. Mais je pense qu'on est capable de le faire et c'est pour ça que je pense que c'est un des axes d'amélioration qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, vraiment s'inspirer, faire une veille concurrentielle de ce qui se passe sur le marché, sur TikTok, sur Insta, etc. Et puis y intégrer notre patte à nous. Je pense que ça pourrait fonctionner correctement. Ouais, ça peut. Peut. Après, je suppose que plus le temps passe, plus vous testez du contenu. En plus, tu le sais, avec les algorithmes qui changent, tu as besoin de toujours plus de contenu. D'ailleurs, ça peut être aussi un sujet qu'on aborde. Est-ce que vous avez fait évoluer votre manière de faire vos tournages ces 6-12 derniers mois pour avoir plus de nouveaux concepts à tester? Ouais, au début, on avait peut-être 8, je crois que c'était la quantité, c'était 8 réels et
2 vidéos YouTube par mois que je produisais. Et en fait, je me suis aperçu que il nous fallait plus de réels. Il fallait qu'on arrive à produire plus de réels pour nourrir l'algo méta, entre autres. Et oui, du coup, on a adapté notre façon de tourner où, comme je te disais tout à l'heure, on tourne en une fois un socle commun de vidéos et après, juste après, on va tourner les hooks. Et du coup, on fait tout d'un seul coup, et ce qui nous permet d'en faire beaucoup plus. Donc on va tourner les ads, après dans l'après-midi on va tourner là où les vidéos YouTube, et après le lendemain on va faire les réels organiques qu'on va publier tout au long du mois sur Insta et TikTok. Ok, en une journée de tournage, tu fais tout ton contenu pour un mois? Une journée et demie, 2 jours. C'est plutôt 2 jours pour un mois. Ok. Et je sais plus ce que je vais dire, les vidéos YouTube, ça tu m'en as pas forcément parlé, vous avez une chaîne YouTube, et cette chaîne YouTube là, c'est quoi son rôle finalement pour Esprit Paddle Shop? Son rôle, c'est une bonne question. Elle a 2 rôles, je dirais. Un rôle où on essaye de placer des contenus un peu SEO, à forte demande, à forte requête. Par exemple, les règles du paddle. On a créé une vidéo, j'ai pas regardé, mais elle doit être pas loin des 300 000 vues à l'heure actuelle. Okay. Où, voilà, quand tu commences le paddle, tout l'enjeu, c'est pour nous, que tu nous vois un moment où, dans ton parcours de joueur de paddle. Et du coup, en créant une vidéo sur les règles du paddle, automatiquement, un jour ou l'autre, en tout cas au début de ta pratique du paddle, tu vas aller chercher les règles du paddle. Bien sûr. Et du coup, on a créé ce genre de vidéo, les règles du paddle qui marchent très bien, les bases tactiques du paddle. On a fait une masterclass avec un autre prof, François Autier, au club, où il nous explique dans la vidéo, avec moi, lui il explique tous les coups du paddle, de A à Z, donc toutes les bases tactiques pour faire un peu tous les coups du paddle, coup droit, revers, coup droit vite, défense, lob, etc. Et voilà, ce genre de vidéo, ça fait plusieurs centaines de milliers de vues, parce qu'en fait, c'est des vidéos qui normalement, quand tu es un joueur de paddle, tu vas chercher un peu d'infos sur YouTube et tu dois tomber sur t'as envie de tomber et qu'on t'apporte un peu de valeur sur ces sujets-là. Et du coup, voilà, cette chaîne YouTube sert à ça, à apporter de la valeur aux gens qui vont chercher du contenu, donc sur ce genre de thème. Voilà, sans forcément pousser une offre. Jamais. Non, jamais. Très rarement. Voilà. Et après, faire du contenu un peu plus fit and fun, comme ils appellent ça les experts, un peu plus divertissant, où j'ai fait une vidéo, par exemple, un concours de par 3 avec Pierre Vincent, qui est un top joueur français. Voilà, ça, c'est le genre de choses qui plaît plutôt pas mal. Là, récemment, pour le jeu, on a fait un jeu concours. Je sais pas si tu as vu passer le jeu concours. On offre une Mini Cooper. Oui, on a rempli énorme. Une Mini Cooper de balles de paddle. Et le but du jeu, c'est de deviner le nombre de balles qu'il y a dans cette voiture. Pour participer, il faut passer une commande sur espadalshop.com, et juste après, sur la page de remerciement, il y a la possibilité de participer, de mettre le nombre de balles qu'on pense. Ça, c'est excellent. Et vous avez fait souvent des initiatives comme celle-là, parce que ça, c'est ce qui fait que les gens, ils vont d'office plus commander, t'envoies ça à toute ta base. Ouais, exactement. Et puis ça fait une belle notoriété, parce que tout le monde en parle. Et du coup, pour ce genre d'événement, on a fait une vidéo YouTube avec nos influenceurs, avec qui on bosse. On les a fait venir. On a fait plein de petits mini-jeux pour remplir la voiture avec des gages, des choses à faire, des trucs un peu sympas. Donc SEO, fit and fun, et c'est plutôt, du coup, il y a trois enjeux: SEO, fit and fun et rétention peut-être, ou non? Rétention sur les clients, sur le fait que tes clients, en fait, non seulement ils te voient comme un shop où ils aiment bien aller chercher leur équipement, mais aussi ils savent que vous êtes des pros, et ça conseille au début. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a cette image d'expert grâce à ce genre de vidéo également. Ouais. Du coup, le troisième pan que je te parlais tout à l'heure, c'est plutôt la partie raconter l'histoire des paddle shop et faire venir le client, le joueur au sein de l'entreprise. Et ça, on a quelques vidéos là-dessus, dont nos vidéos sur les Black Friday, où on a filmé ce qui se passait sur nos 2 derniers Black Friday. Et c'est-à-dire de la veille au soir, où je bosse sur l'ordinateur et je mets les contenus en ligne sur le site. Là, c'est vraiment storytelling pur. On vous emmène dans les coulisses. On vous emmène avec nous pendant la plus grosse journée, le gros temps fort d'Esprit Paddle Shop. On vous montre ce qui se passe pendant 24 heures. C'est le plus gros temps fort de l'année, de toute façon. Donc d'office, les gens, ils veulent quand même savoir, ça les intéresse de voir un peu ce qui se passe dans... C'est pas les vidéos qui font le plus de vues, mais c'est les vidéos où j'ai le plus de retours. Ça, c'est assez marrant. Et c'est quoi les retours? Genre, t'es trop fort, t'es une machine? C'est ah ouais, trop bien. Je pensais pas que ça se passait comme ça. Cool de voir l'équipe. Waouh, je pensais pas que il y avait autant de commandes. Voilà, ce genre de retour.
Et c'est vrai que c'est quand même important de montrer un peu ce qui se passe, je pense, au sein de l'entreprise. Et c'est voilà, ce genre de moment qu'on essaie de mettre en lumière. D'ailleurs, si vous voulez regarder et voir comment ça se passe pendant un Black Friday, n'hésitez pas, je parle aux auditeurs, à aller voir ça. On le fera, on verra quand l'épisode sort, mais d'office, on le fera. Et on mettra, si tu veux, la vidéo, notre vidéo pour que les gens puissent s'imaginer. Mais en fait, je trouve que la chaîne YouTube, j'ai l'impression que c'est presque un élément central. Dans ce que tu me dis là, elle fait beaucoup de choses. Elle éduque, elle va chercher une audience froide, elle crée un peu je pense qu'on va appeler ça la préférence de marque. Donc en gros, que tu montres vraiment les coulisses, tu te montres toi, tu fais un peu des concours, du fun, etc. Donc c'est vraiment top. Et j'allais te demander un truc sur la partie YouTube, c'est est-ce qu'il y a des angles, des types de vidéos, des formats que vous avez directement récupéré YouTube, que vous avez mis en ads ensuite et qui ont performé? Est-ce que ou c'est vraiment deux en silos? Ouais, pour l'instant, c'est deux silos qui communiquent pas vraiment entre eux. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu le faire, mais en fait, les contenus sont pour le moment tellement différents que qu'on le fait pas. Okay. Mais tu vois, des contenus, je pense qu'on aurait pu le faire sur certaines vidéos comme la masterclass où on fait avec François, où on a fait chaque coup du paddle décrit en quelques minutes. Ça, on aurait pu le faire, mais c'est vrai que c'est tellement différent pour le moment qu'on le fait pas. C'est exactement ça que j'ai pensé, parce que en fait, on parlait avant même de faire l'épisode, que tout doucement, méta, tu m'as dit, reprends un peu le dessus. Ça t'augmente tes budgets méta par rapport à Google, de ce que j'ai compris. Et du coup, tu veux créer plus de demandes. Donc, si tu veux créer de la demande, tu dois t'adresser à des joueurs moins expérimentés, plus débutants. Tu dois les éduquer, les informer, leur montrer comment ça fonctionne, leur donner envie de jouer. Et ensuite, évidemment, de s'équiper sur ton site. Ouais. Et donc, je me suis dit, est-ce que sur Meta, vous avez cette stratégie d'aller chercher des gens un peu moins conscients ou un peu moins à l'aise avec le paddle et les amener un peu plus bas dans le funnel? Ouais, ça, on le fait, mais encore aujourd'hui, on crée du contenu exprès pour ça. On fait des réels exprès pour ça. On n'est pas encore venu... on n'a jamais réussi à aller prendre un contenu long et à le découper en plusieurs contenus courts. Ce que je comprends. On a toujours trouvé ça assez compliqué, même si je pense qu'on aurait pu le faire. Mais pour l'instant, c'est vraiment du contenu qu'on crée uniquement pour du contenu court, éducatif, on va dire, qu'on va aller pousser sur Meta. Sur Meta. Dans le but de effectivement ouvrir ce entonnoir le plus possible et de faire entrer le plus de personnes possible dedans. Et du coup, par exemple, les angles de ces vidéos éducatives, ça m'intéresse de comprendre. C'est genre les 3 meilleurs coups dans le paddle ou comment entretenir sa raquette de paddle, comment faire une bandera, comment les 3 meilleures raquettes de 2025. D'accord, ce genre de contenu-là, ça c'est pour toi, c'est top of the funnel. Ouais, exactement. Et milieu de tunnel, ça pourrait être quoi pour ceux qui sont un peu en phase de considération, qui regardent un peu les différents shops qui existent? C'est quels sont tu vois, je t'ai parlé des 3 raquettes 2025. Là, ça va plutôt être les 3 raquettes, les meilleures raquettes contrôle. Ou alors ça pourrait être diamant vs les raquettes diamant vs les arrondis, je pense. La différence entre une raquette diamant et une raquette ronde, ce genre de contenu, effectivement. Ou l'offre du moment, c'est plutôt tout en bas de tunnel. Bas de tunnel. Là, vous avez une offre tous les mois, c'est ça, si je comprends bien? Ouais, le marché nous tire vers des offres un peu constantes. Donc, en fait, on a des offres un peu tout le temps, toutes les semaines. En gros, on a des nouvelles offres. Là, on arrive sur la période de Black Friday, donc ça s'intensifie de plus en plus. C'est vrai, je peux te poser la question. Comment ça se passe pour vous le Black Friday? Est-ce que vous le commencez très tôt au mois de novembre? Ou est-ce que vous attendez, on va dire, les derniers moments du mois, parce que les gens attendent finalement ce moment-là pour acheter? On fait le Black November, je pense le 1er novembre. Ah oui, vous avez déjà commencé. Black November, première phase, deuxième phase la deuxième semaine, troisième phase la troisième semaine. Après, on bifurque avec la Black Week. Du coup, dernière semaine de novembre. Et après, évidemment, Black Friday. Et en gros, on essaie d'aller crescendo. On fait des offres de plus en plus fortes dans le mois. Et on termine avec la cerise sur le gâteau qui est Black Friday, où normalement, il n'y a pas plus grosse offre que ça dans l'année. Donc c'est là le moment le plus intéressant pour les clients de commander sur Esprit Paddle Shop. Et on l'a vu encore ces 2-3 dernières années où le Black Friday, c'est vraiment un énorme temps fort pour nous. Ouais, c'est le meilleur, finalement. Ouais. Pour te donner un ordre de grandeur, pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo Black Friday encore, l'année dernière, on faisait entre 150 et 200 commandes par jour en moyenne. Et Black Friday, sur une journée, on a fait 3117 commandes. Ouais, 20 fois plus, quoi. Ouais, c'est énorme. Et sur tout le week-end, on avait fait plus de 7000, un peu moins de 7000, 6007.
Ils ont simplement, ils ont un dû week-end. beaucoup bosser en interne. Ouais. Et ouais, du coup, on fait bosser tout le monde. On réquisitionne un peu tout le monde le week-end. Le lundi, c'est fort aussi. Jusqu'au mardi, mercredi, on résorbe un peu tout ça. Mais ouais. Et tout d'où l'enjeu d'avoir une logistique qui tient la route. Ouais. Qui tient la route. Ouais. Et pour revenir sur les offres, en fait, la première semaine, tu fais genre une offre sur une partie du catalogue ou déjà sur tout le catalogue? Enfin, comment ça se passe? J'arrive pas à On imaginer. fait des offres sur tout le catalogue parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus simple et que ça marchait mieux. Ouais. Et après, on varie. Tu vois, la semaine dernière, c'était moins 15% sur tout le site et moins 17% à partir de 200 euros d'achat. D'accord, Là, tu en fais ce aussi par moment, palier. Ouais. là, en ce moment, c'est moins 30 euros offerts à partir de 150 euros d'achat, moins 55 euros à partir de 250 euros d'achat. Ok. Voilà. Après, la semaine prochaine, c'est une autre offre. Et puis Black Friday, je sais pas encore exactement ce qu'on va faire. Ok. Mais Pas besoin de le dire. à peu près. Et par contre, au niveau contenu, tu as déjà préparé tes contenus pour le Black Friday? On en a préparé une partie. Ouais. Et là, lundi, mardi prochain, lundi, je crois, ouais. Lundi, c'est Black Friday. Mardi, c'est plutôt YouTube. Ben, on fait le reste. Ok. On fait le reste. Ok. Ouais. Et t'as imaginé quoi comme. Comme contenu, Ouais. des contenus où je suis dans mon bureau, j'annonce les offres avec des hooks un peu sympas. Du contenu, je suis dans l'entrepôt où pareil, Ouais. j'annonce les offres. Du contenu où je suis sur le terrain aussi, Ok. au club, où pareil, je parle des offres. Après, on va faire sûrement des trucs un peu rigolos où je vais faire un peu l'envoyé spécial dans l'entrepôt d'Esprit Paddle Shop C'est pour incroyable. annoncer le début du Black Friday. Et les gens, évidemment, s'y attendent. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, en quelque sorte, tu sais déjà à l'avance que ces contenus-là, ça va être tes contenus phares. Ouais. Et pas forcément. C'est nous, en fait, on a l'approche en tant qu'agence. Oui, faites beaucoup de contenu statique Ouais. au Black Friday parce que c'est plus direct. Mhm. Est-ce que toi, tu fais ça aussi ou t'es vraiment. Ouais, on fait du statique, on Ouais. fait des vidéos un peu plus animation statique, tu vois. Je vois. Mais oui, statique, c'est hyper important aussi. Tu le fais quand même beaucoup. mais- Tu fais que des vidéos sur le coup. Non, on fait aussi du statique et ça marche bien. Mais on varie aussi Ouais. parce que c'est quand même important de faire des vidéos. En tout cas, pour nous, ça l'est. Et les gens comme s'y attendent, mais ils ont envie de... Je pense que c'est important aussi de leur proposer quelque chose qui est encore plus simple. Et un statique, ça répond parfaitement. T'as Ouais. l'offre hyper claire. Au premier coup d'œil, tu comprends direct. Pour moi, ouais. Surtout dans ton cas. Ouais. Et tu parlais beaucoup d'influenceurs ambassadeurs. Ça m'intéresse de comprendre un peu. Est-ce que tu les impliques justement quand tu fais une grosse offre? Est-ce que tu travailles avec eux directement ou pas forcément? Ouais, je t'en ai parlé de deux sur la partie jeu concours. Donc on les a impliqués sur la partie contenu. Donc ils ont fait du contenu tout au long du mois parce qu'on fait ça pendant un mois. Ok. On a fait une vidéo YouTube avec eux et ils ont fait aussi des réels qu'ils ont postés tout au long du mois. D'accord. Ça Donc, permet de faire de la com tout au long du mois, de réactiver un peu le jeu concours. est-ce que le jeu pendant concours, il dure quand même tout le mois? Ouais, Et derrière, à la fin, la clé, la carotte, on s'entend, c'est c'est gagner la voiture. les gagner la voiture. Ouais, et c'est avec exactement. les ambassadeurs, les influenceurs ambassadeurs. Oh, ouais, exactement. C'est servi d'eux, entre guillemets, pour pousser l'offre. Et ça leur a permis aussi de faire du contenu un peu sympa pour leur communauté. Et là, on va refaire un peu la même chose, évidemment de manière un peu différente pour le Black Friday. Ouais. On fait venir tous nos ambassadeurs, influenceurs. On a combien? Il y en a 4-5 Ok. qui vont venir. Il y en a 4, c'est les 4 gros, pratiquement les plus connus sur C'est vrai? influenceurs paddle français. Ouais. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire des animations pendant la veille au soir et le jour J pour dynamiser la journée. Et du coup, un peu l'idée qu'on a eue, c'est de faire des mini-jeux en rapport ou non avec le paddle. Donc ça va être des mini-jeux sur le terrain, mais également à l'entrepôt. Par exemple, comment celui qui prépare une commande le plus rapidement, par exemple, Ok. ou sur le terrain où on va faire un contre un et celui qui gagne, Ok. celui qui gagne, du coup, ces mini-jeux, il offre quelque chose à sa communauté. Et du coup, ils vont tous avoir un code promo qu'ils vont pousser cette Ouais. journée-là. Le code promo qui sera de la même valeur que l'offre qu'on aura faite pendant le Black Friday. Ok. Et l'enjeu pour eux, ça va être de pousser leur code promo pour que leur communauté commande avec. Ouais, bien sûr. Et les cadeaux qu'ils vont offrir, ce sera uniquement pour les gens qui auront commandé avec leur code promo. Par Avec leur exemple, code promo, ouais. avec leur code promo de l'influenceur en question. Donc, par exemple, tu vois, on va offrir des commandes. Donc, si tu veux que ta commande soit remboursée, il faudra que tu passes par le code promo de l'influenceur que tu auras supporté et qui aura gagné. C'est le meilleur moyen de les impliquer et aussi de mesurer évidemment le ROI de ça. Enfin, Exactement. on regarde ça évidemment avec la. Écoute, on a eu cette idée-là, c'est nouveau pour nous, on décide de le faire sur une journée hyper importante comme le Black Friday, donc j'espère que ça va marcher. Je sais pas du tout encore, Pas encore le savoir, ouais. mais ça qui est sympa dans ce genre d'aventure, c'est qu'on teste ce genre de choses, c'est assez stressant, assez prenant, mais
Mais bon, on y croit, donc on va tout faire pour que ça marche. Ouais, c'est intéressant qu'on parle du Black Friday parce que c'est bientôt et puis on verra quand l'épisode y sort, comme je te disais. Mais ces journées-là, à quel point c'est intense pour toi? Genre, t'es vraiment à fond sur les campagnes ou là, tu l'as juste... Non, les campagnes, normalement, elles sont déjà paramétrées par les agences. Moi, je suis à fond sur tous les problèmes qu'on peut avoir. Et par exemple, l'année dernière, tu vois, un truc... assez bête, mais qui s'est passé? Notre carte bancaire a déplacé le plafond le jour J et de minuit à 10h, on n'a pas dépensé sur Meta. Ouais, c'était une de mes questions justement. Quand parce que comme tu fais x20 sur ton nombre de commandes, plus ou moins tes budgets, je pense pas qu'ils font x20, mais ils augmentent pas mal. Ouais. Donc naturellement, il faut être équipé pour ça, il faut avoir les cartes de crédit, etc. Ouais, exactement. Et donc tu as eu ce problème-là. Et j'ai eu ce problème-là. Ouais. Et j'ai trouvé ça, je m'en suis tellement voulu le jour d'être tombé sur ce problème-là. Mais voilà, je suis là pour régler ce genre de petites choses, régler un petit bug sur le site, régler un prix qui n'est pas bon sur le site, une erreur. Enfin voilà, plein de petites choses. Tu vois, l'année dernière, pareil, on est tombé en panne d'étiquettes d'impression. Ça, c'est pareil, ça doit pas arriver. Donc, on pouvait plus imprimer les étiquettes d'expédition pour envoyer les colis. Donc, pareil, tu vois, j'ai couru, j'ai été voir le voisin. Heureusement qu'il en avait. J'en ai pris. Et voilà, ce genre de petits problèmes. Donc, moi, je suis là en support. Et après, le jour J, la veille au soir, plutôt, toute la soirée, je suis sur Google et je regarde ce qui se passe en termes de prix, je regarde ce qui se passe en termes de concurrence. Ok. J'ajuste nos prix. Et j'ajuste les prix direct. J'ai pris la veille au soir. Et à minuit, je mets en ligne tout ça. C'est moi qui le fais. Et puis je check si tout se passe bien, quoi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est toi qui gères encore le site e-commerce et les fiches produits. Ouais, exactement. Et là, la question des prix. Donc c'est incroyable. C'est ça. Incroyable. Ok, franchement, ça fait pas mal de sujets qu'on a vus ensemble. Je voulais reprendre peut-être encore 2-3 questions que j'avais préparées pour toi. La partie rétention, ça, c'est vrai que c'est intéressant de revenir dessus. Comme je pense que je l'avais perçu, c'est qu'en gros les clients sont pas toujours fidèles dans ce milieu-là, dans le sens où si Decathlon demain il fait plus de promotions que toi, d'office ils peuvent prendre la vente d'un client intéressé, que ce soit sur Google ou sur Facebook. Comment tu gères tout ça pour fidéliser tes clients? Et parce que comme tu sais, ça coûte de plus en plus cher d'acquérir de nouveaux clients. C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu de fidéliser les clients. Donc il faut qu'on soit bon en termes de prix. Ça, il n'y a pas de sujet. Il faut qu'on soit très bon. Il faut qu'on soit les mieux placés à chaque fois. Mais en règle générale, on l'est. Et puis la concurrence l'est aussi. Donc on est aligné. Donc il faut faire la différence sur autre chose. Ouais. On a un programme de fidélité qui marche plutôt bien, où on offre du coup des lots, des bons d'achat, etc. Pour les clients qui passent commande chez nous. Donc ça permet de les fidéliser. Et puis on a toute cette partie contenu qui est hyper importante. C'est essayer de faire rentrer du monde dans avec nous sur la partie dans les contenus, essayer de les faire rentrer, de les immiscer un peu dans l'entreprise pour créer un peu ce sentiment d'appartenance, montrer un peu comment ça se passe chez nous, montrer nos têtes. J'essaie de montrer ma tête aussi pas mal en vidéo parce qu'ils voient qu'on est une boîte française, qu'il faut nous aider, etc. Donc il y a toute cette partie-là qui est hyper importante pour fidéliser. Mais il n'en reste pas moins que quand tu vends le même produit que tes concurrents, il faut que tu sois bon en termes de prix parce qu'à 10 euros près, les gens, et c'est normal, ils vont commander ailleurs. Donc prix. Et après, programme de fidélité, on essaie de les activer beaucoup par mail aussi. Bien sûr. Le programme de fidélité, tu veux dire que tu actives beaucoup par mail. Ou alors non, tu parles vraiment de... Et après, je parle de la partie CRM aussi qu'on utilise pas mal. On envoie beaucoup de mails. C'est vrai, tu envoies quel type de mail? Par exemple, sur une semaine donnée, tu en envoies combien? C'est quoi les mails que tu envoies? On envoie un mail tous les 2 jours. Ok. On pousse une offre... peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines. Un email spécifique sur une offre, on parle que de ça. Et après, on fait du contenu un peu éducatif, ou tout à l'heure, ce qu'on faisait en vidéo, comment faire une bandera, ça, on va le mettre à l'écrit. D'accord, des petites images. Comment entretenir sa raquette. Voilà, pas mal de choses comme celle-ci, assez éducatives. Et c'est vrai que ça marche quand même pas mal. On a un peu moins de 60% de taux d'ouverture sur nos mails, donc c'est énorme, c'est vraiment très élevé. Hein. Et du coup, on essaie de varier entre contenu, on pousse des offres, contenu un peu plus informationnel, un peu plus éducatif. On varie quand même pas mal. D'accord. Et on voit que ça marche quand même bien, malgré notre fréquence. Ouais, c'est ça. La fréquence, c'est pas forcément un problème tant que tu apportes de la valeur. Ouais. Et toi, tu as des stratégies de com, que ce soit sur Instagram, YouTube, email, c'est toi, l'architecte de tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, tu l'as délégué à des pros qui, ils ont leur stratégie éditoriale, excuse-moi,
Une pour l'utilisateur, une pour YouTube, une pour Instagram. Comment ça fonctionne? C'est moi qui vais donner la vision, la ligne directrice. Et après, c'est plutôt eux qui vont faire. Et après, moi, je check à la fin de la chaîne si je check quand même si ça va ou pas. Bon, pour les vidéos de moins en moins parce que ça tourne, ça se passe bien. Mail, moi, je check quand même tous les mails qui partent. C'est moi qui valide, qui ajuste, qui donne la ligne directrice. Là, tu vois, j'ai fait un feedback il y a pas longtemps où je voulais un peu plus d'emails encore plus informationnels, où on apprend encore plus de choses aux clients. Voilà, ce genre de choses, c'est moi qui fais. Et après, dans l'ensemble, ils sont plutôt autonomes. Ça qui est bien aussi, c'est que moi, j'ai pas trop besoin de m'en occuper. Donc, ils ont la ligne directrice, ils savent à peu près quoi faire. Ils se calent sur mes calendriers de publication, calendrier de promo. Et puis ils ajustent. Ils sont plutôt autonomes là-dessus. Quand tu dis c'est quoi ton équipe interne et externe pour toute la partie marketing? Interne, pour la partie market, il y a que moi. Et après, externe, c'est freelance qui bosse sur la partie contenu, agence Meta, Google, CRM. Donc t'as quand même trois bonnes agences qui font les 3 trucs les plus importants. Tu fais que ces 3 gros, en plus du SEO. L'influence, toi aussi qui gère ou t'as... L'influence, c'est moi qui gère, Parce que comme il te disait, il y a 4-5 gros ambassadeurs, ça ne demande pas forcément d'avoir un prestataire dédié. C'est ça, c'est gérable. Du coup, c'est moi qui gère tout ça. Comme je te disais tout à l'heure, je suis en train d'essayer de recruter un responsable e-commerce. Le grand jeu, et ça va être... c'est un peu, je pense, un des nerfs de la guerre aussi dans ce métier. Parce que c'est quelque chose que je fais aussi, moi, depuis quelques années. Et je vais essayer de trouver quelqu'un qui le fait mieux que moi. En tout cas, c'est tout l'enjeu. Du coup, je pense que je vais avoir pas mal d'attentes sur ce job-là. Écoute, je suis en train de recruter quelqu'un. Et du coup, dans l'idée de me dégager du temps sur tous ces sujets-là et d'aller continuer à développer la boîte et me reconcentrer un peu plus sur le marketing. Et voilà, comme je te disais, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui, je pense, c'est là où j'apporte le plus de valeur à l'entreprise. Le responsable e-commerce, ça va beaucoup t'aider. Et j'ai repensé à la question que tu m'avais reposée là-dessus. Et je vois quand même des boîtes qui prennent des responsables e-commerce assez tôt dans leur croissance, qui ne sont pas atteignés à ton niveau de revenu, mais qui derrière ne sont pas assez impliqués dans l'e-commerce et en fait ne voient pas où sont les failles. L'avantage, c'est que toi, comme tu es en quelque sorte un goulot d'étranglement, j'aime pas dire le terme, c'est de dire tu es dans le marketing, la logistique, le site directement, le CRM, l'influence, tu vois un peu tout, tu as tes yeux partout, tu sais comment ça fonctionne. Le jour où tu vas déléguer, effectivement, ce sera hyper exigeant, ça va peut-être te prendre du temps de trouver la bonne personne, mais tu pourras déléguer les parties où tu apportes moins de valeur pour te focaliser sur le market, les idées, la stratégie de com. Et c'est ça, en fait, le challenge. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné depuis le début. Tu vois, au début, c'est moi qui faisais les colis. Un peu mon associé aussi, mais c'est moi qui faisais les colis. Petit à petit, on a recruté quelqu'un pour gérer un peu cette partie-là. Il faisait autre chose également. Après, là récemment, le service client aussi. Le service client, au début, c'est moi qui prenais les appels, qui gérais les problèmes, etc. Assez rapidement, quelqu'un à la place. Là récemment, j'ai recruté un responsable des achats. Pareil, les achats, c'est hyper important dans notre métier. C'est moi qui faisais ça depuis le début, et maintenant, de plus en plus, c'est lui qui gère. Et du coup, effectivement, je suis un peu sous l'eau, que j'arrive plus à gérer, et que je pense qu'il y a des choses où je peux trouver quelqu'un qui sera meilleur que moi pour les faire. C'est là que je recrute, et c'est un peu ce qui va se passer avec le responsable e-commerce. Tous ces sujets-là, gérer les agences, piloter le site, activer sur le site les différentes promos, etc. J'espère trouver quelqu'un qui le fera mieux que moi, quoi. Oui, parce que plus t'es gros, plus tu as de budget, plus t'as des trucs à faire, plus t'as des activations, etc. Et c'est pas évident à arbitrer, tout ça. C'est pas évident à arbitrer. À quel moment tu peux le faire en termes de moyens? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut pas le faire? Est-ce que c'est pas mieux de continuer encore un peu tout seul pour investir un peu plus après? Oui. C'est pas évident. On sait que les marges sont toujours un peu serrées, que même si tu fais, ceux qui ont écouté les chiffres, c'est pas parce que tu fais 10 millions que t'as même 2-3 millions dans ta poche. C'est pas aussi simple que ça. Il y a le stock, etc. Malheureusement, c'est pas comme ça. Et puis là, on vient de déménager. On a un entrepôt 3500 mètres carrés. Il fallait déménager. Ça coûte super cher. Donc au début, là, en ce moment, on est un peu surdimensionné par rapport à ce qu'on a vraiment besoin. Mais parce que c'est ça. Mais parce que c'est le 3e déménagement et qu'on voulait pas redéménager dans 2 ans. Du coup, on a pris un truc beaucoup plus gros. Mais du coup, ça coûte. Et du coup, tout ça, c'est de l'arbitrage, du pilotage d'entreprise qui est hyper intéressant.
Que tu fais aussi sur le coup. Et ouais, Vraiment, c'est moi t'as la carrément. vision de business, chaque entrée, chaque sortie. Ouais, Ok. c'est moi qui gère tout ça et d'où l'intérêt de structurer l'entreprise avec des profils qui m'accompagnent de plus en plus et de pouvoir m'occuper de ces sujets-là et de pas me foirer parce que là on parle de plus en plus important, de plus en plus grosse et si on se foire sur un projet à 300 000 euros, peut-être qu'on peut couler la boîte quoi. C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, parfois je vois que, je observe même ça avec ma boîte à moi, mais plus tu as des coûts fixes élevés, plus chaque erreur se coûte cher, se paye cher, pardon, excuse-moi. Donc, exactement, tout coûte cher en fait. Tout coûte cher et tu dois pas te foirer comme tu dis, tu dois prendre les bonnes décisions et le recrutement d'un DG e-commerce ça va être un recrutement clé pour toi. D'autant plus que tu veux augmenter ton CA pour la partie entrepôt. Ouais, carrément. C'est tout l'enjeu, c'est de recruter quelqu'un qui va nous permettre de moi me dégager du temps et qui va être aussi performante sur ces sujets-là, qui va du coup augmenter le chiffre d'affaires. Moi, je vais pouvoir m'occuper d'autres choses et du coup, normalement aussi développer le chiffre d'affaires de mon côté. Et tout ça va faire que l'entrepôt, on va pouvoir le payer et bien le payer. Bon, on arrive à le payer aujourd'hui, je rassure. Mais du coup, augmenter le volume et être à terme bien dimensionné pour cet entrepôt, du coup, avec plus de stock, plus de sorties également. Okay. Mais l'entrepôt, c'est un sujet, entre autres, par rapport à tous les autres sujets où on investit beaucoup pour l'avenir. Non, j'en doute pas. Donc, des gros enjeux. Donc, Black Friday va être important. Et je t'ai pas demandé, après Black Friday, tu fais des soldes en janvier ou pas forcément? Black Friday, du coup, il y a la période de Noël juste après. Ah oui, ça j'ai pas demandé. Donc là aussi, tu as des gros enjeux à ce niveau-là, dans le sens où les gens font des cadeaux, ils offrent grave. Les 3 premières semaines de décembre sont hyper importantes pour nous. Et c'est un gros mois, décembre pour nous. Donc, on bifurque direct avec la période de Noël. Et après, effectivement, période de solde en janvier, où c'est aussi une période assez forte. Donc, on n'a pas beaucoup de repos. Ouais, j'allais dire, en fait, c'est 3 mois. En fait, tu fais une bonne partie de ton chiffre, ces 3 mois-là. Ouais, exactement. Pour nous, c'est septembre-décembre avec un gros... septembre-décembre, janvier avec un gros pic novembre-décembre. Mais il y a aussi septembre qui est important parce qu'il y a la rentrée, les gens se rééquipent, etc. Se rééquipent, ok. Ouais. Et effectivement, sortie de janvier, ça commence à être un peu plus calme. Et c'est là qu'on essaie de travailler un peu plus les bases de l'entreprise, les bases du site. On a fait une refonte du site e-commerce. On a commencé en mars-avril. Okay. On profite de ces moments-là pour faire ce genre de choses. Ça a mis 5-6 mois avant de sortir. Donc tu l'as commencé en mars-avril et tu l'as terminé, je pense... C'est sorti fin août. Fin août, c'est parfait. Ouais, c'est ça. C'est parfait, faut pas le lancer trop tard. Si tu le lances en octobre et qu'il y a des problèmes avant le Black Friday. Je l'ai lancé en juillet à la base, mais ça a pris un poil de retard. Mais bon, rien de bien grave. Ouais, c'est correct. Mais pour le coup, ça s'est bien passé. Je suis assez content. Même le SEO, il n'y a pas eu de problème. Non. Là, vous êtes resté sur Shopify, donc. On est resté sur Shopify, donc non, pas eu de perte. C'est top. Ouais. Bah écoute, moi je pense avoir fait plus ou moins le tour avec toi. Ouais. J'avais peut-être un peu l'avenir, c'est toujours intéressant de voir comment vous voyez les choses à 5 ans, sachant que là le paddle ça explose en France, ça a déjà explosé chez nos amis espagnols, mais pas encore, enfin en tout cas en France c'est encore avec une très grosse croissance. Comment tu vois les choses pendant 5 ans? Est-ce que vous voyez toujours à fond sur le marché français ou comme tu as dit peut-être s'internationaliser? Ouais, il y a le marché français qui est hyper important encore. Le marché français c'est 30 à 40% de croissance par an et on pense qu'on a encore 3-4 ans de croissance comme celle-ci. D'accord. Voire plus. À 2 chiffres, pardon. Ouais, on pense qu'il y a minimum 3 ans encore. Parce qu'en fait, on le voit aujourd'hui, quand en termes de réservation de terrain, on a un club, mais on sait que ça c'est un peu pareil dans tous les autres clubs de France. Si tu veux réserver un terrain, il te faut 10 jours, 2 semaines. Et c'est pas mal, hein. Ouais, tous les créneaux sont pris toute la journée. Il n'y a pas assez de terrain, alors. Il n'y a pas assez de terrain, exactement. Et du coup, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se monter, mais qui prennent du temps, comme c'est des projets immobiliers en règle générale. On sait de manière assez sûre qu'il va y avoir encore 2, 3, 4 ans de croissance sur le marché parce qu'il y a la demande, mais il n'y a pas encore l'offre. Donc le temps que ça se fasse, il y a encore 2, 3, 4 ans de belles années pour le paddle. Et après, est-ce que ça dépassera un sport comme le tennis, comme ça l'a fait en Espagne? Est-ce que ça deviendra plus gros qu'un marché espagnol? Est-ce qu'il y en aura plus de terrain qu'en Espagne, par exemple? C'est plus grand que la France, c'est plus grand que l'Espagne. Donc on s'accorde à dire que les 3 plus gros marchés à terme devraient être la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ok. Du coup, plus gros que l'Espagne à terme, si ça continue comme ça, en Europe, je parle bien. Donc, si ça l'est effectivement, il y aura sûrement plus que 2, 3, 4 ans de croissance, il y aura même beaucoup plus que ça. Et du coup, on pense que dans 5 ans, le marché aura doublé, voire triplé, voire quadruplé, je l'espère, et que ce sera développé aussi dans les autres pays et aussi sur les autres continents, parce que
Il y a des vagues qui arrivent un peu partout. En Asie, ça se développe fort. Aux États-Unis, ça commence tout juste. Mais encore une fois, si les États-Unis, ça explose, ça devrait être énorme. En Europe, ça se développe partout. En Australie, ça se développe. Donc, il y a des vagues qui arrivent. On espère que ça va se développer le plus possible. Mais en tout cas, on est dans une phase de marché où ça ne devrait pas s'arrêter demain, quoi. Ouais, donc vous allez rester sur la France principalement et puis après ouvrir des nouveaux marchés. Vous l'avez déjà fait, ouvrir des nouveaux marchés? Est-ce que vous avez le site traduit dans une autre langue? Non, pas vraiment encore. Okay. On essaie de bien... Jusqu'à maintenant, on essaie de bien exécuter la France. Et là, ça va être un peu la priorité de l'année 2026. C'est commencer à ouvrir des marchés. D'accord. Et le faire... on l'a jamais fait parce que moi, je voulais vraiment le faire bien et sérieusement. Et ça, également, j'ai pas eu le temps de gérer cette partie-là jusqu'à maintenant, d'où l'intérêt de recruter aussi un responsable e-commerce pour gérer en partie cette partie-là. Mais du coup, oui, l'idée, c'est de consolider en France et d'aller chercher l'international à terme pour qu'on soit bon un peu partout, quoi. Un peu partout. Ouais. Il faudra prendre tes contenus et les traduire avec des IA. Avec de l'IA, maintenant, il y a pas mal de choses qui sont faisables. Donc, il l'a fait, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça marche, ouais. Oui, il l'a fait. Okay. Je n'ai pas regardé les perfs de la pub, mais il a traduit sa pub en italien, allemand et espagnol. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on essaye comme ça. Ouais. Non, vraiment, sans rigoler, je pense que ça peut éventuellement le faire. Parce que moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est que la marque reste dépendante de toi à la fois au niveau opérationnel et marketing, faut se le dire. Ouais. C'est toujours un risque quand on représente la marque et je pense que c'est peut-être ça que tu voulais éviter au départ. Mais ça marche. Exactement. Et après, d'autres personnes pourront prendre le relais, j'en suis certain, ou les ambassadeurs, influenceurs. C'est pour ça qu'il faut être, diversifié. Ça va être tout l'enjeu. Tout l'enjeu, ça va être d'essayer de se diversifier de plus en plus, d'essayer de mettre j'aimerais bien d'autres visages aussi. C'est important. Sur la chaîne. Et ça on va pas faire du jour au lendemain. Mais petit à petit, mettre des visages un peu experts de chaque domaine. Tu vois, si on donne si on fait des vidéos sur les cours de paddle, mettre plutôt un prof. Si on donne des vidéos sur autre chose, mettre vraiment un expert de chaque domaine. Et puis moi, je pense qu'il faut que j'y reste aussi, mais avec un peu moins de présence pour être moins dépendant de tout ça, quoi. On est bien compris. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, Geoffrey. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut discuter avec toi et éventuellement aller sur le site de Esprit Paddle Shop? Bon, ça, c'est espritpaddleshop.com déjà, ça c'est sûr. Après LinkedIn, si vous voulez discuter avec moi, avec grand plaisir. Après, vous pourrez retrouver nos contenus sur YouTube, Instagram, Geoffrey Gilles en Paddle, Esprit Paddle Shop. Voilà. Vous allez retrouver tout ça sur nos réseaux. Super. C'était un plaisir. À très bientôt. Merci encore. Merci, Danilo.